bonjour à toutes et à tous. Quelques mots d'introduction avec beaucoup de modestie parce que très honnêtement, très simplement, je dois dire que je suis impressionné et reconnaissant et vous les avez cités à tout le groupe, hein, mais notamment à Catherine Maillot, à Philippe Maugiron, d'avoir constitué, travaillé à identifier les intervenants, les proposer, faire évoluer les thématiques en fonction des retours d'intervenants. C'est vraiment un travail remarquable et donc voilà, c'est pour ça que je commence par ces mots, évidemment. Toutes les équipes de la CRSA, mais Jean-Pierre Burnier y reviendra à l'instant. En regardant le programme, je me disais par ailleurs une deuxième chose, après le fait d'être impressionné, c'est le fait qu'il illustrait ce programme de ce quatrième forum, il illustrait au fond le fait que la santé mentale, c'est à la fois un territoire d'innovation dans le regard qu'on porte sur elle, dans la manière d'aborder la question du rétablissement, la question du fait que ça n'est pas quelque chose qui est comment dirais-je, une identité définitive, que c'est aussi quelque chose au sens notamment de l'OMS qui n'est pas que, comment dirais-je, lié à la maladie. La santé mentale, c'est quelque chose de beaucoup plus large que cela. Et c'est aussi, finalement, et pardon ce jeu de mots un peu sot, c'est aussi, au fond, de plus en plus un lieu commun. Un lieu qui s'ouvre au commun, qui, d'une certaine manière, et on le verra, disons, se banalise en ce que les questions qui se posent à la santé mentale se posent assez globalement, très largement, à tous les acteurs de la santé. D'abord, parce que, et c'est sans doute encore une spécificité et encore quelque chose où on a collectivement du travail, et une agence comme l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, là aussi, c'est un territoire dans lequel le savoir, l'expérience, le savoir expérientiel, comme on dit quand on veut faire un peu plus chic, des usagers, des aidants, est quelque chose qu'on n'a encore pas suffisamment, qu'on ne conçoit pas encore suffisamment comme organique, comme un des éléments essentiels à la manière d'aborder ces sujets-là. Et j'allais dire, le savoir expérientiel, il n'y a qu'à voir aujourd'hui comment a été constituée cette journée de travail pour s'apercevoir qu'il est quand même sacrément puissant et sacrément utile. Vous nous apportez aujourd'hui même, du reste, une démonstration que n'aurait pas été construit de la même manière ce forum si ça n'avait pas été irrigué par cet élément-là. Et c'est vrai que du coup, c'est pour nous un défi parce que, vous le savez peut-être, l'Agence régionale de santé, en 2018, a voulu, dans le champ de l'autonomie, s'engager pleinement dans ce qu'on appelle le virage, mais c'est toujours inquiétant, en tout cas dans la conviction que l'on pouvait développer beaucoup plus radicalement des solutions d'inclusion dans le champ du handicap et donc dans tous les champs du handicap. Que l'on pouvait beaucoup plus radicalement considérer qu'il n'y avait pas d'opposition entre la nécessité de créer des places, de l'hébergement, et en même temps de considérer que le domicile, l'aller vers, le droit commun accompagné étaient accessibles à une partie des personnes vivant avec un handicap beaucoup plus importante que ce qu'on croit. L'AMI, elle a été lancée en juillet. Nous avons, à l'issue de la phase de sélection, identifié 3900 solutions nouvelles de prise en charge de personnes vivant avec un handicap. On en a à peu près un petit millier dans le champ du sujet de la santé mentale, du handicap psychique, comme on dit. Mais ce que je trouve et ce que je disais à mes équipes, c'est qu'au fond,
mais c'est normal, hein, on progresse tous. On a pris ce virage, qui encore une fois n'est pas contradictoire de la nécessité de créer et d'ouvrir des places dans une région sous-dotée comme l'Île-de-France, mais qu'on n'a pas encore suffisamment adossé à cette évolution-là le fait de dire, mais si on fait le pari que l'inclusion peut s'adresser, peut être le mode normal d'accueil des personnes vivantes avec un handicap, ça veut dire que structurellement, la place de l'usager, de l'expérience, doit avoir une place, enfin, cette place doit être nettement renforcée. On doit proposer des solutions qui sont à la hauteur de ce virage-là, dans la place des usagers. Et dans notre appel à manifestation d'intérêt, nous devons trouver le moyen que les 3900 solutions nouvelles qui ont été identifiées, elles s'accompagnent de dispositifs dédiés, spécifiques d'association des usagers, parce que sinon, ce n'est pas juste pour se faire plaisir et pour cocher la case, parce que sinon nous allons rater ce que nous devons faire. Donc ça, c'est une conviction extrêmement forte. Qu'est-ce que c'est derrière le mot appel à manifestation d'intérêt, derrière les chiffres et les solutions? Ce sont quoi? Ce sont des services nouveaux, ce sont beaucoup des équipes mobiles qu'on va soutenir pour être dans l'aller vers. C'est un sujet qui est central, et notamment dans le champ de la santé mentale, qui est la coordination entre le sanitaire et le médico-social. On vit tous dans nos couloirs et dans nos silos, y compris à l'Agence régionale de santé, et on doit dépasser cette typologies, parce que sinon on n'arrivera pas à déployer des solutions globales. Et on a quelques beaux exemples, je pense dans l'Essonne, à la transformation d'un foyer post-cure en foyer d'accueil médicalisé. Et tout ça, c'est une démarche globale. Il y a quelques mois, avec notamment la ville de Paris et les organismes d'habitat social, on a signé une charte sur l'accueil et l'habitat inclusif pour les personnes vivantes avec un handicap. C'est une démarche globale qu'on doit mettre en œuvre. Au fond, c'est un des domaines dans lequel la vitalité, je pense notamment au projet territorial de santé mentale qui est porté dans l'Essonne, par exemple, aux conseils locaux de santé mentale qui vivent, où la vitalité est la plus forte, et donc ça, j'en suis très impressionné. Aujourd'hui, la thématique, elle est elle aussi puissante et complexe. D'abord, l'approche la plus simple, et celle qui est pour une agence comme nous la plus importante et la première qu'on prend en tête, c'est cette idée que le numérique, il est un outil qui doit accompagner les usagers, les aidants vers plus d'autonomie, et que nous devons concevoir ces outils comme ne renforçant pas des fractures ou des inégalités. C'est un outil d'émancipation, ce sont des outils d'émancipation, mais ces outils d'émancipation, on le sait tous, s'ils ne sont pas appropriables, s'ils ne sont pas conçus, j'allais dire, d'un point de vue démocratique, ils vont être des outils qui remettent des inégalités là où elles n'étaient pas. C'est la question à la fois de l'électronisme, au sens propre, c'est la question de l'accès à ces lieux-là, mais c'est la question de l'architecture même, de la conception même de ces outils. Et je crois que sur une partie d'entre eux, notamment Santé.fr, que l'agence a développé au bénéfice de tout le territoire national, ces efforts sont faits. Il faut qu'en permanence, on irrigue par le regard des usagers. C'est un élément essentiel parce que, par ailleurs, dans la santé en général, dans la santé mentale en particulier, les différences et les inégalités, on le sait, 40% de moins de taux de recours à la psychiatrie en Seine-et-Marne qu'à Paris. Voilà. Donc ça veut bien dire qu'il y a une question d'accès, ça veut bien dire que le numérique doit permettre de franchir ces obstacles-là. Mais je voudrais, pour finir, souligner, et c'est vraiment l'intérêt majeur de ces ateliers, je trouve, que par ailleurs, dans la notion de rétablissement, on voit bien comment le numérique est à la fois aujourd'hui, et pas que dans la santé mentale, pour les aidants, un espace de répit.
c'est un espace de répit, c'est un espace de dialogue. Donc est-ce qu'il suffit? Est-ce qu'il faut forcément lui donner une traduction ensuite physique? Ce sont des très belles questions. Pour les aidants, mais aussi pour les usagers, pour les malades, c'est aussi un espace de liberté, d'ouverture, d'accès à d'autres expériences, mais ce peut être aussi, disons-le, un espace d'enfermement dans une autre forme d'isolement que celui qu'on connaît. Et je trouve, et c'est une des thématiques qui est posée, que on est, pour faire écho, sans paraître pédant, mais comme il est décédé il y a 15 jours et qu'il est quand même Starobinski, sa thèse, le titre, c'était « La transparence et l'obstacle ». Et je trouve qu'avec le numérique, par rapport à la santé mentale, on est vraiment dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'on voit tous les outils que ça peut être de rétablissement, d'émancipation, de liberté, quel que soit son état de santé, et comment on doit aussi veiller, s'interroger sur la question d'une autre forme d'enfermement ou d'un autre obstacle dans la relation à autrui. Bref, moi je ne pourrais évidemment pas, et je prie de m'en excuser, assister à toute la journée, mais je dois dire que je regarderai, lirai, me ferai raconter avec beaucoup d'intérêt ce que vous êtes en train de construire, parce que vous n'êtes pas en train de travailler sur ce qui serait la cerise sur le gâteau une fois qu'on aurait tout réglé. Vous êtes en train de travailler voilà, au fond lui-même, au cœur lui-même de ce que nous devons faire sur le sujet de la santé mentale. Et pour toutes ces raisons, je voulais vraiment vous remercier et vous souhaiter une belle journée de travail. Merci.